12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Pour débuter cette semaine, nous vous emmenons au théâtre. Un théâtre. Pas au cinéma. À forte inspiration britannique, bien sûr. Nous vous parlons ce midi d'une adaptation du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et d'une création moderne, très personnelle et en anglais, du metteur en scène Alexander Zeldin. Et on en parle avec vous, Marie Sorbier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice ici même sur France Culture du Grand Tour. C'est un reportage à retrouver tous les jours à 19h50 dans l'émission Affaires culturelles d'Arnaud Laporte. Et bonjour à vous, Philippe Chevillet. Bonjour. Vous êtes chef du service culture au journal Les Échos. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et on prend donc la direction du pavillon de la Villette pour commencer avec cette adaptation du Songe d'une nuit d'été signée Gabriel Morin. Elena est à 2 pas d'ici, et le jeune homme que j'ai charmé par méprise revendique auprès d'elle ses honoraires d'amant. Assisterons-nous à cette parade amoureuse? Seigneur, que ces mortels sont fous! Mets-toi de côté, le bruit qu'ils vont faire réveillera Démétrius. Alors ils seront 2 à courtiser la même. Cela seul fera un spectacle réjouissant. Rien ne me plaît plus que ces absurdes contretemps. Les Grillons se sont invités ce soir-là, cet été-là, au Festival d'Avignon où la langue anglaise était à l'honneur. Et c'est ainsi que Gwenaël Morin a monté à sa façon cette adaptation du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare en y appliquant sa recette. Son songe est donc une réduction à l'essentiel pour vous faire déguster les saveurs les plus pures. Oubliez la troupe de 20 comédiens nécessaires à Shakespeare pour donner sa pièce. Ici, ils ne sont que 4 pour interpréter tous les rôles de cette histoire complexe. Je me lance, Lysandre et Hermia, Démétrius et Héléna, les 2 couples de jeunes amants auxquels se mêle le père d'Hermia, Thésée. En parallèle, le roi des fées ordonne à Puck de verser un suc d'amour sur les yeux de sa femme Titania. Ce qui promet, et je m'arrête là, une nuit pleine de confusion. Philippe Chevillet, ne jugez pas mon résumé, mais est-ce que vous avez été séduit par cette mise en scène et par cette adaptation de Gwenaël Morin? Oui, beaucoup. Bon, vous avez juste, on peut rajouter un 3e élément, c'est le théâtre dans le théâtre. C'est une troupe d'artisans qui, pour le mariage du duc d'Athènes, va faire une représentation théâtrale d'une tragédie, Pyrame et Thisbé, et c'est un élément comique qui se rajoute et qui va introduire les artisans dans la forêt, dont l'un d'entre eux va se retrouver avec des oreilles d'âne par un sortilège. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est vrai que Gwenaël Morin et son théâtre permanent qu'il a créé il y a quand même un bout de temps, et qui est en fait un théâtre qui est un théâtre accru. Il y a quasiment pas de décor. Les accessoires sont vraiment des accessoires de fortune. C'est carton et scotch en général. On les voit habillés dans des toges qui ressemblent à des draps. Ils sont en maillot de bain en dessous. Et on se dit, mais quand je dis ça, comment ça peut fonctionner? Eh bien, une énergie folle dans ce théâtre, un amour du texte, une compréhension. Alors c'est vrai qu'il a réduit. Peut-être que lorsqu'on a vu plusieurs fois la pièce, alors moi ça m'a paru d'une limpidité incroyable, mais c'est vrai que pour des gens qui la découvrent ou qui la redécouvrent longtemps après, il faut quand même un petit peu s'accrocher. Mais l'énergie des comédiens et des comédiennes, parce qu'en plus il est allé chercher ces comédiens historiques. Et donc, entre Virginie Colmine, Julien Leguerix, Barbara Young et Grégoire Mont-Saint-Jean, on a vraiment plus deux acteurs nouveaux. On a vraiment un groupe de comédiens assez extraordinaire qui nous amène jusqu'au bout de cette comédie de façon absolument géniale, j'ai trouvé. Vous allez m'en dire un peu plus sur le théâtre permanent dans un instant, sur sa tradition, sa façon de fabriquer le théâtre à Gwenaël Morin. Marie Sorbier, d'abord, sur l'adaptation, la vitesse à laquelle ça va, puisqu'on a dit on a réduit, donc on a un peu condensé. Oui, alors la vitesse et la rapidité, c'est une des caractéristiques du théâtre de Gwenaël Morin. Il a monté notamment plein de pièces de Racine, pareil, en condensant et en accélérant le rythme. Mais je suis d'accord avec Philippe, il y a quand même toujours une certaine limpidité qui vient du fait qu'en fait, il a choisi. Parce que le Songe d'une nuit d'été, en tout cas moi, je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai jamais quand même tout à fait bien compris tous les étages de cette pièce
qui est une comédie certes, mais qui est quand même très complexe. On peut l'attraper de plein de. C'est vrai qu'il y a des fois on a l'impression de la différents. comprendre et puis tout à coup dès qu'on veut en parler, on n'arrive plus à restituer les différents niveaux. Oui, parce qu'il y a trop de feuilles en fait. C'est vraiment un millefeuille incroyable. Et donc pour atteindre la limpidité, eh bien il a tranché et il a choisi lui le rire, la bouffonnerie, le côté très ludique et le théâtre dans le théâtre qui est le cœur de sa mise en scène. Je me souviens de l'adaptation en film de Woody Allen qui avait monté Le Songe d'une nuit d'été, ça s'appelait la comédie érotique d'une nuit d'été, qui lui avait axé tout sur le désir et sur cette portée érotique qui est quand même beaucoup moins ici dans l'adaptation de Gwenal Morin, qui donc prend sur le côté théâtre. Alors vous le disiez Philippe, ce qui est très beau chez lui, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, ils ont des pauvres draps qui s'échangent, ils jouent tous 3, 4, 5 personnages qui pourraient complètement nous perdre, mais en fait on les suit joyeusement, et puis si on comprend pas très bien, c'est pas très grave parce que ce qui se joue est ailleurs. Pour moi, ce qu'il a réussi, c'est vraiment de faire du rire du public et de l'attention du public un personnage dans cette pièce. C'est-à-dire que ce qui nous reste de cette nuit d'été, c'est l'impression qu'il s'est quand même passé quelque chose dans ces bois, dans cette forêt. On ne sait pas trop bien quoi. Il y a eu des elfes, il y a eu des gens transformés en ânes, des filtres d'amour, mais en même temps, il s'est passé quelque chose. Et donc cette catharsis du théâtre qu'on évoque souvent, là, elle passe par le rire et par la jouissance du théâtre, ce qui est quand même assez réussi. Alors il y a une énergie incroyable parce que justement ces 4 comédiens jouent tous les rôles. Vous l'avez dit, la seule façon de les identifier, en quelque sorte, ce sont ces costumes qu'ils mettent, qu'ils retirent devant nous, en courant, avec la tête à l'envers, enfin dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et cette énergie folle, elle n'empêche pas tout de même, Philippe Chevillier, de bien comprendre qui est qui. Est-ce que c'est pas difficile de bien identifier, ou alors est-ce que, comme le dit Marie, c'est pas grave si on comprend pas tout? Alors, c'est pas grave si on comprend pas tout, mais bon, tout de même, moi je trouve qu'on s'y retrouve quand même, hein, vraiment, si on suit bien, si on n'a pas les grillons, si on n'a pas, on arrive à s'y retrouver par cette compréhension du texte, cette énergie, puis cette jubilation qu'ont les acteurs de changer de rôle, justement. Ce théâtre permanent dont vous parliez tout à l'heure, en fait, Gwenal Morin a fait des études d'architecte, je crois, et puis il est tombé dans le théâtre. Il a été assistant de Michel Raskin, qui est un metteur en scène, moi que j'aime beaucoup, qui est un metteur en scène lyonnais, et qui lui aussi un peu dans son style, avec des côtés un peu trash, un peu insolite comme ça dans ses mises en scène. Et très tôt, il a monté. Donc ses principes du théâtre permanent, c'était de dire on joue tous les soirs, on répète tous les jours. Et on transmet en continu. Donc moi, le premier spectacle que j'ai vu, c'était des Racines jouées à 100 à l'heure, avec tout d'un coup, ça devenait le côté très classique d'une pièce classique était complètement explosé. Et donc il a fait plein de pièces. Ça a été jusqu'à Molière, des tragédies. Donc tous les antiques. jours, il jouait la même pièce. Alors sur il jouait de la même pièce. mois. Alors moi, je l'ai pas vu à ce moment-là. Je l'ai vu après quand il est passé au théâtre de la Bastille, puis au Festival de Fourvière, etc. Mais le produit, sa signature, c'était celle-là. Il a eu une certaine lassitude à un moment donné, et puis il est revenu avec ce projet qui est. Et alors, je sais que Marie aime beaucoup les punchlines. Elle l'avait noté, mais je vais lui piquer quand même. C'est que le projet à Avignon, puisqu'il est associé 4 ans à Avignon, c'est de démonter les remparts pour finir le pont. Donc le voilà qui démonte Shakespeare. L'année prochaine, il démontera je ne sais quoi pour. En espagnol, puisque la langue sera la langue d'Avignon voilà. sera l'espagnol, et qu'il a dit que chaque année, il choisirait une pièce classique du répertoire de la langue invitée. Donc surprise. Le théâtre permanent, c'est aussi la place du spectateur. Marie en a dit un mot. C'est vrai que là, au pavillon de la Villette, on est entouré par les acteurs. Ils sont vraiment. On a l'impression de faire partie de la pièce, en quelque sorte. Marie ? Oui, parce qu'en fait, Gwenal Morin, il fait un théâtre qui est très adressé à son public. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui pourrait bloquer un quatrième mur. C'est pas du tout ça. Son objectif, c'est que les acteurs vous regardent dans les yeux, viennent vous faire rire. Ils s'approchent d'ailleurs très près. Je sais pas comment c'est là à Paris, mais à Avignon, le piano montaient... est au milieu des spectateurs, donc les acteurs peuvent monter dans les gradins pour vous dire une réplique dans les yeux. Ce rapport au public très direct a pour effet immédiat qu'en fait les spectateurs sont complètement partie prenante et s'intéressent à ce qui se passe. Et encore une fois, la loufoquerie et le côté très ludique permet, je pense à tous, même quelqu'un qui ne connaîtrait pas Shakespeare ou cette pièce, de suivre ce qui se passe, en tout cas d'avoir l'impression de faire partie de cette communauté du théâtre. Et je crois que c'est ce qu'il a aussi essayé de faire, Gwenal Morin, pendant toutes ces années de théâtre. Et son intention dans le théâtre permanent, qui m'a semblé aussi très intéressante toutes ces années, c'était de dire, plus on dit le texte vite, moins l'acteur met d'intention dans chaque réplique, ce qui pourtant est un peu contraire aux idées des metteurs en scène aujourd'hui. Mais ce manque d'intention permet en fait quelque chose de beaucoup plus direct et de beaucoup plus adressé, et donc peut-être de beaucoup plus compréhensible. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire. Philippe Chevillier, sur le jeu des acteurs, ce flux très rapide aussi qui, parfois,
aussi, ça peut nous échapper en tant que spectateur, parce que parfois, il nous tourne le dos, comme on est presque autour de cette scène. C'est aussi l'intensité de ce qui se passe pendant ce spectacle. Oui, parce qu'il y a une vraie clarté. On a l'impression qu'ils ont complètement digéré le texte. Alors, il faut dire que c'est vraiment des comédiens exceptionnels. Hein. Je ne citerai que Virginie Colmine, qu'on avait vue à l'Odéon dans le... Allez, j'ai oublié le Jour de joie. D'Arnaud Ligre. D'Arnaud Ligre, mise en scène. Déjà, heureusement que Marie est là. Hein. Oui, c'est ça. Heureusement qu'elle est là. Et où on voyait un mélange de Maillan et de la Calas. Elle est extraordinaire. Et là, elle se retrouve effectivement avec ses habits, sa toge, et avec les autres comédiens qui sont du même niveau. Ils sont rapides, mais on entend tout ce qu'ils disent. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que j'ai l'impression qu'il y a à la fois la dimension du rire. Donc ça, c'est assez évident, mais il y a aussi la dimension fantastique qui, malgré le peu de décors et 2 grandes boules lumineuses, arrive à passer. C'est-à-dire que, donc finalement, cette pièce qui est de Shakespeare, qui est à la fois une comédie romantique, à la fois une satire du théâtre et en même temps une comédie fantastique qui se passe avec des elfes et des lutins, toutes les dimensions de la pièce sont là. Et donc c'est une joie du théâtre, une ode de théâtre. C'est ce que disait Marie un peu tout à l'heure. On est d'accord. Ce qui est aussi très beau, c'est qu'il n'y a aucun effet de mise en scène. Hein. On l'a dit, il n'y a pas de costume, mais il n'y a pas non plus de scénographie à part. Et on parlait de la clarté, 2 grands panneaux où sont scotchées toutes les pièces, toutes les pages, du texte de Shakespeare au cas où quelqu'un veut s'approcher pour lire, ou un grand arbre comme ça avec des flèches généalogiques pour dire qui est qui. C'est comme s'il nous faisait un clin d'œil. Alors, on l'a plus, je crois, à la ville. Ah, il y a plus J'ai le pas vu deuxième panneau. cet arbre, ou alors il était derrière, et du coup, on le voyait pas si on s'était pas baladé. Un petit peu, vous n'avez pas totalement en tout cas, tort. c'était un grand arbre un peu généalogique, vous savez, pour savoir qui est qui aime qui, puis qui est aimé par qui, comme ça change un peu tout le temps, c'était pas mal. Comme un espèce de clin d'œil en disant, voilà, c'est foutoir, c'est compliqué, ça change tout le temps, mais finalement, ce qui compte, c'est l'énergie et puis le rythme qui va être apposé là. Mais est-ce que ça marche? Parce que vous dites en fait que les comédiens, moi j'ai pas vu la pièce, viennent autour de nous, on rit, on comprend le texte, mais finalement, est-ce que quand on va voir une pièce de Shakespeare, on n'a pas envie d'avoir une mise en scène plus classique, plus à distance, en se disant, voilà, je vois un Shakespeare tel qu'il est représenté habituellement, avec des costumes et pas forcément revisité en maillot de bain et des acteurs qui nous courent autour. Moi, j'ai l'impression que malgré le maillot de bain, c'est quand même une mise en scène assez classique. C'est-à-dire que classique au sens premier, moi je crois que les pièces de Shakespeare étaient jouées comme ça au tout départ au Globe, c'est-à-dire dans un côté complètement foutraque, que ça partait partout, les spectateurs sortaient, rentraient, fumaient, mangeaient. Voilà, complètement frénétique. J'ai plutôt l'impression qu'il revient à l'essence et qu'il a zappé tout le théâtre plus bourgeois après, qui a mis des grandes fraises et des grands costumes sur Shakespeare. Philippe Chevillier. Oui, je crois que beaucoup de spectateurs sont surpris d'être aussi, ceux qui sont enthousiastes, d'être aussi enthousiastes en se disant mais oui, pourquoi? Enfin, il y a quelque chose d'un peu d'indicible dans leur passion et dans leur émotion. Et ce que je trouve très beau finalement, et ce qu'on voit à Avignon, c'est ces contrastes. On va avoir des pièces qui sont hyper technologiques. Hein. Je pensais à Angela, on en reparlera peut-être. Suzanne Kennedy. Voilà, Suzanne Kennedy avec plein de technologies. Et puis le lendemain, on va voir un spectacle où il n'y a rien. Et on a la même joie, ou en tout cas même peut-être plus d'ailleurs. Non mais là, les spectateurs à Paris, ils n'auront pas vu Angela. Non, ils ne seront pas à Avignon. Non, mais ceux-là, ils vont aller voir d'autres pièces peut-être au théâtre ou des concerts avec beaucoup de technologie. Et ils se retrouvent dans la vérité d'un théâtre où il y a rien, presque un côté saltimbanque. Et sans que ce soit d'ailleurs un concept au sens snobisme et tout. On va vous faire un spectacle pauvre et tout ça. C'est vraiment quelque chose de vécu de l'intérieur par le metteur en scène et les acteurs. Et curieusement, à cette ère où on a plein de technologies tout le temps, où on regarde des choses de plus en plus. Moi, je pensais à la sphère de Las Vegas là qu'on a vu sur Twitter avec le concert de U2, des trucs complètement dingues. Eh ben, on va avoir. Mais c'est pas la pièce Angela là. Non, mais on est inondé de technologie et on voit tout d'un coup un spectacle où il y a pratiquement rien et on a la même émotion et c'est très beau. Oui, je crois que la jouissance du théâtre est contagieuse et que c'est vraiment ce qui réussit à faire de mieux. C'est-à-dire qui qu'on soit, on se retrouve là et on prend le plaisir du jeu et le plaisir du théâtre en pleine face. Il y avait des scolaires quand je suis allé voir la pièce de théâtre et c'est vrai que ils se sont pas ennuyés. En tout cas, ça se voyait sur leur façon de se comporter. Mais est-ce qu'ils ont ri? Ils ont ri, oui. Bah, vous imaginez bien que quand il y a la scène de l'âne qui se transforme en rapport sexuel, ils ont bien ri. Oui, mais là, c'est pas et la scène de la représentation de théâtre à la fin, qui est pour moi une des meilleures scènes de ce spectacle, c'est là où il réussit vraiment, puisqu'il y a du théâtre dans le théâtre et une espèce de comédien un peu foireux comme ça qui joue une pièce, c'est vraiment très drôle.
Le songe de Gwenaëlle Morin, d'après William Shakespeare, c'est jusqu'au 20 octobre au pavillon de la Villette à Paris, puis en tournée notamment à Martigues, Montreuil, La Rochelle, Toulouse. Vous trouverez toutes les dates sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Jusqu'à 13h30, les Midis de Culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Pas de traduction cette fois-ci, on reste en anglais dans le texte avec The Confessions, texte et mise en scène d'Alexander Zeldin, théâtre de l'Odéon. What's your book then? Oh no, Lee borrowed this. Yeah, have you read? I mean, it's fascinating. I used to read so much when I met her. All these foreign authors. Simone. Oh. Sorry, that's the name of the writer. I remember now. Simone sounds sexy. Not quite, mate. It was feminist ideas. Is that her name? Simone de Beauvoir. Yeah, she's French. Cette pièce, c'est le portrait d'une femme, Alice, née en 1943 dans une petite ville australienne que l'on va suivre jusqu'à sa mort, un voyage dans le temps et donc dans la vie de cette femme qui l'emmènera en exil jusqu'en Angleterre. Ses confessions, ce sont celles de cette mère, donc la mère du metteur en scène Alexander Zeldin, puisque ce texte, il l'a écrit après des heures et des heures d'entretien avec elle. 9 acteurs britanniques sont donc sur scène au théâtre de l'Odéon, sur scène et autour pour une pièce jouée en anglais. Marie Sorbier, did you like it? Avez-vous apprécié la pièce? Votre anglais est très impressionnant. Merci. Alors oui, j'ai beaucoup apprécié cette pièce, même si elle tranche vraiment avec les travaux précédents d'Alexander Zeldin. Alexander Zeldin, c'est un metteur en scène qui est assez jeune, qui a 38 ans, je crois, aujourd'hui. On avait pu voir ses précédentes mises en scène puisqu'il est artiste associé à l'Odéon, et notamment sa trilogie hyper réaliste sur en fait les laissés pour compte de la société. On se souvient peut-être de Love, qui se passait dans un centre social avec tous ces gens en transit, et on était vraiment plongé dedans. Moi, il me faisait penser un peu, vous savez, le sculpteur Ron Mueck avec ses sculptures comme ça hyper réaliste où on voit les pores de la peau et tous les petits poils qui en sortent. Et ben, il faisait la même chose au théâtre, c'est-à-dire qu'on était vraiment là dans ce centre social avec ces gens en transit. Là, rien à voir, donc j'étais assez surprise quand je suis allée voir The Confession, puisque on est dans du très bon théâtre, mais du très bon théâtre classique, dans le sens où on a un rideau rouge, des scènes, une histoire. On suit l'histoire de cette femme pendant 2h30, le rideau rouge qui se baisse et qui se remonte selon les scènes elliptiques de sa vie. Donc c'est pour ceux qui aiment le théâtre formel comme moi, on est peut-être un petit peu déçus parce que c'est tellement bien fait et très propre et très lisse que voilà, on attend à un moment donné une fulgurance formelle qui n'arrivera pas. Mais une fois cette attente évacuée, ce que nous propose Alexander Zeldin, c'est l'histoire de l'émancipation d'une femme, et c'est pas n'importe quelle femme puisque c'est sa mère. Donc évidemment, on parle pas de n'importe quel trajet. Et moi, ce qui m'a intéressé, mais on y reviendra peut-être, c'est vraiment la dimension psychanalytique de cette pièce, puisque c'est quand même voilà le metteur en scène qui met en scène l'histoire de sa mère. Vous avez été vous aussi surpris, Philippe Chevillier, par la forme et par la démarche? Oui, sans doute, mais moi, ce qui me frappe et ce qui m'a confirmé dans mon idée, l'idée que j'avais de cet auteur et metteur en scène, c'est que tout ce qu'il touche, il en fait théâtre, et tout ce qui le touche en l'occurrence, puisque là, on est vraiment dans l'intime. Et moi, je suis absolument étonné de voir à quel point il a réussi à faire de ce récit d'une femme qui se dit banale, mais qui a une histoire pas banale, un vrai récit de théâtre et un vrai geste théâtral. Et je pense que ça tient beaucoup d'abord à son écriture, qui est un mélange, je pense que c'est un des meilleurs auteurs contemporains à l'heure actuelle, et il est réussi à la fois à nous délivrer une écriture classique, qui par moments d'ailleurs fait penser parfois à Tchekhov, de ce niveau d'écriture, et en même temps il va vous faire une scène, c'est peut-être celle qu'on entendait tout à l'heure, parce que je n'ai pas bien écouté, mais une scène de repas, où on a l'impression qu'on est dans du théâtre de plateau, où ça fuse dans tous les sens. Et pourtant, c'est très écrit, mais c'est très écrit de façon extrêmement subtile. Et ce mélange de classicisme et de spontanéité, ça fait quelque chose de finalement assez original. Et quant à la mise en scène, elle est effectivement classique, mais elle est habile, puisque derrière le rideau rouge, il y a quand même un petit cadre de scène qui recule à chaque fois, avec des petits rideaux qui s'ouvrent, justement le théâtre qui se reproduit dans le théâtre, et que chaque petit théâtre dans lequel se passent des scènes, donc qui sont soit dans un petit village d'Australie, soit à Sydney, soit à Londres, on a une sorte de révolution théâtrale, en tout cas une révolution dans la vie de l'héroïne. Et ça, je trouve ça magnifique. La modernité de ce texte, ce sont donc, et vous l'avez dit en partie, les thèmes qui sont abordés, puisque il faut nous raconter un petit peu ce qui lui arrive à cette Alice, et on parlera après de comment elle est incarnée d'ailleurs sur la scène.
Oui, alors c'est une femme, j'imagine qu'elle a un parcours que beaucoup de femmes des années 50 ont dû vivre. Donc elle naît dans une famille assez modeste en Australie. Elle tente l'université, mais elle rate assez vite. Et puis en fait, ses parents ne la poussent pas vraiment à continuer. Et donc elle fait un mariage très tôt avec un homme, un marin, je crois, un militaire, voilà, un officier de marin. Bon, ça va se révéler assez glauque ce mariage. Et elle a le courage, en fait, c'est son premier acte d'émancipation, de le quitter et de partir. Et son rêve à elle, c'est d'être peintre. En tout cas, elle a une aspiration pour les arts qui lui est un peu coupée, que ce soit par ses parents ou ensuite par ce premier mari. Mais elle tient à ce rêve-là et puis elle va tout au long de sa vie essayer de se rapprocher de l'Europe, puisque un de ses rêves, c'est de voir le Watteau, vous savez, le tableau de Watteau, le clown triste, blanc. Et elle parle de ce portrait comme voilà un leitmotiv qui va finalement la mener d'Australie à Paris. C'est un long trajet en passant par d'ailleurs plein d'autres pays. Et quand on parle d'émancipation, c'est vraiment que cette fille qui vient d'un milieu assez traditionnel va, par les rencontres et grâce à l'art et grâce à la littérature, fricoter en fait avec plein de gens différents qui vont lui ouvrir les yeux sur ce que peut être une femme et peut être les choix d'une femme dans ces années-là. Et ça se fait pas sans heurts, hein. C'est pas non plus... Non, il y a beaucoup de violence, parce que quand vous parliez à chaque fois de sa première expérience du mariage, ça se finit par la violence, son expérience de l'art aussi. Donc on est à chaque fois rythmé en quelque sorte. On a l'impression que ce qu'elle vit aussi, c'est un regard sur la société qui est bousculé au fur et à mesure des années. Ce qui est beau, c'est que c'est pas une héroïne au sens premier et que pourtant elle en est une. Quand il dit c'est une femme banale, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de faits d'armes, elle a pas vécu des choses extraordinaires. Mais à chaque fois qu'elle s'est pris un peu des claques dans la gueule selon son parcours, elle s'est relevée et elle a juste poursuivi son rêve qui était de faire quelque chose d'artistique de sa vie, en fait. Simplement de dessiner ou d'aller voir les tableaux qui lui plaisaient. Et ce rapport un peu ténu, en fait, à la résistance, j'ai trouvé que c'était très juste. Mais quelle forme ça prend sur scène? C'est-à-dire qu'on a une femme qui s'allonge sur un divan. Vous avez parlé de la dimension psychanalytique. Marie, est-ce qu'elle s'adresse au public? Justement, comment sont reconstituées ces scènes? Alors ça, ce qui est très drôle, c'est que, et c'est un peu je trouve la réussite de ce projet, c'est que Alexander Zeldin met 2 fois sa mère sur le plateau. C'est-à-dire la mère au présent quand elle vit ces scènes, qui est jouée, d'ailleurs, enfin on n'en a pas parlé, mais la distribution est incroyable. Tous les acteurs sont fous. Mais donc, la mère, disons, à l'âge où elle est quand elle joue. Et puis, il y a une femme âgée qui est là dans les gradins depuis le départ et qui se promène un peu de temps en temps. Au départ, on se demande si c'est pas une spectatrice un peu perdue. Elle s'assoit, elle se relève. Bon, finalement, elle monte sur scène au départ, donc on comprend. Et c'est assez touchant parce que c'est la femme âgée qui regarde celle qu'elle a été évoluer donc à travers ce temps, qui lui pardonne, qui est très tendre. Je trouve qu'elle a un regard très tendre. Et qui va lui parler même. Je ne crois pas qu'il y ait d'interaction, il me semble pas. Par contre, quand je parlais de psychanalyse, c'était plutôt que Alexander Zeldin, quand il parle des émigrants ou des personnes âgées, il met dans l'ultra-réalisme et on est dans le trash absolu. Or, quand il parle de sa mère, il doit passer par le théâtre. Il doit raconter une histoire parce que ça le touche trop et que c'est très intime. Et il est sur scène d'ailleurs, Alexander. Enfin, le personnage qui joue lui-même est aussi là en train de regarder sa mère évoluer. Philippe Chevillet, sur cette partie intime dans le récit, est-ce que ça l'entrave parfois, Alexander Zeldin, ou alors que justement, même s'il parle de sa famille, de sa mère, il se laisse aller et il va au bout de ce défi? Mais justement, pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces moments où il y a des moments critiques, vous l'avez dit, elle manque d'être quand même tuée par son mari. Il y a le viol universitaire qui se passe à Sydney avec tout l'entourage très branché qui lui dit « il ne faut pas trop quand même... faire de vagues. Ouais, faire de vagues, etc. » Et en fait, avec ces drames qu'elle lui raconte, finalement, dans la banalité de la vie, il y a des moments assez extraordinaires qui se passent, et notamment, je ne vais pas décrire la scène, mais la vengeance de l'héroïne par rapport au violeur, et c'est une scène de théâtre absolument incroyable, qui est une des scènes des plus fortes. À la fin du spectacle, la mère donc qui est sur le point de pardonner à tout le monde, parce qu'entre-temps, à Londres, en plus, elle a retrouvé un homme bon, enfin. Et la toxicité masculine n'est pas partout, donc elle a trouvé un homme et elle a une fin de vie plus aimable avec ses 2 enfants, et elle va raconter une histoire sur la violence du monde à travers l'image d'un pélican, d'un bébé pélican. C'est très très beau. Là, c'est presque tchékovien, ou je sais pas comment on peut dire, mais il y a cette poésie qui apparaît, et cette histoire, elle a dû lui raconter. Donc, il a réussi à reprendre tous les éléments et les anecdotes de la vie qui en font des moments de théâtre d'une force absolue, avec
avec des comédiens, des comédiennes, comme disait Marie, qui sont incroyables. Mais je tique sur une chose que vous avez dit, Marie. Vous avez dit il y a un problème quand même. Il n'y a pas de fulgurance formelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où quand même il y a un truc qui prend pas. C'est-à-dire qu'en gros le thème est bien, donc en fait on peut que adhérer à ça, mais finalement il y a quelque chose qui manque un petit peu. Alors je ne sais pas si ça manque si on attend autre chose. C'est-à-dire que quand on va au théâtre pour se prendre des espèces de grandes mises en scène formelles où on est surpris par ce qu'on va voir visuellement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle classique, c'est vraiment du théâtre avec des acteurs qui jouent un texte et qui est sur la linéarité. C'est très bien fait, hein. La mise en scène est hyper maîtrisée, je dis pas du tout que c'est raté, mais ça peut être un peu long, ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux non plus, on suit tout à fait. C'est juste que c'est pas formellement nouveau. Voilà, il reproduit un acte de théâtre qui est un acte de théâtre finalement assez classique. Avec la répétition du rideau rouge aussi, la chronologie qui est respectée de sa vie aussi. Philippe Chevillier. Oui, ce qui est étonnant, c'est que moi-même, quand j'avais écrit ma critique, j'avais fait cette petite nuance en disant, pour ceux qui aiment les révolutions formelles, c'est pas le cas. En revanche, il y a quand même une modernité qui transparaît parce que c'est fluide, la façon dont il le fait, la façon dont il fait bouger le décor quand même, et il enchaîne chaque scène avec des lieux différents. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien construit. Et le fait qu'il y ait aussi ce personnage en scène, enfin dans le public, je veux dire, et qui monte sur scène, ça c'est un petit peu étonnant ou non, c'est pas... Oui, alors à l'Odéon, ça marche d'autant mieux parce que là, les gens sont vraiment assis dans la salle, parce qu'il y a plusieurs moments où il y a des interventions, et la mère qui se balade dans la salle, c'est assez impressionnant. Et moi, ce qui m'a frappé à l'Odéon, justement, on n'était pas dans l'atmosphère d'Avignon un peu tendue, c'est ce déficit formel, il est remplacé par l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une émotion qui se communique au public, et c'est aussi ce que fait Zeldin, c'est un théâtre vraiment de l'humanité. C'est-à-dire que les personnages sont humains, négatifs comme positifs, et on a l'impression que les gens sont pris par cette humanité, et que, à la limite, à ce moment-là, c'est ce que disait d'ailleurs un peu Marie tout à l'heure, on s'en fiche qu'il n'y ait pas d'audace formelle. Marie, pour conclure. Oui, une émotion qui peut être vraiment partagée par tous. Moi, j'étais avec des ados quand j'y suis allée et qui n'ont pas vraiment l'habitude de voir des pièces de 2h30 en anglais sous-titrées, et elles ont vraiment suivi ça comme une série. Donc je pense que ça parle à tout le monde. C'est un peu le thermomètre, les ados, on a bien compris. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Marie Sorbier, Philippe. Non, juste que ça a été ramené quasiment 1h50 à l'Odéon. Très bien. Ça pour les ados. Ça s'appelle The Confessions, texte et mise en scène d'Alexander Zeldin jusqu'au 14 octobre au théâtre de l'Odéon. Donc, en tournée ensuite à Londres, en Suisse, en Belgique pour les francophones et ceux qui nous écoutent, et à Clermont-Ferrand aussi fin novembre. On met toutes les références et les dates sur le site de France Culture. Merci Marie Sorbier, merci Philippe Chevillier. À très vite. Table critique à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.